Bonjour. La fraude électorale présumée dans le Nevada était au centre des débats de la première audition sur les irrégularités électorales organisée par la Commission sénatoriale de la sécurité intérieure. Lors de l'audition au Sénat mardi 15 décembre, un avocat de l'équipe de campagne de Trump a déclaré qu'il fallait un système vérifiable pour s'assurer que les résultats des élections proviennent bien d'électeurs réels. Car c'est là que la démocratie s'effondre. La crainte que nous avons, c'est vraiment de perdre la démocratie lorsque ce ne sont pas les votes du peuple qui sont comptés, mais la fraude qui est comptée. Et nous ne pouvons pas prétendre que l'empereur a des vêtements alors qu'il n'en a pas. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons une élection propre alors qu'il y a des preuves du contraire. Et la façon dont nous l'obtenons, c'est par la transparence. Et on nous l'a refusé dans le Nevada, à chaque fois. Binal a déclaré qu'ils ont trouvé au moins 130 000 cas de fraude électorale au Nevada, cela en vérifiant les informations sur les électeurs dans des dossiers accessibles au public. Plus de 42 000 personnes ont voté plus d'une fois. Et il ne s'agit pas juste d'un double vote. Au moins 1500 personnes décédées sont enregistrées. Ce chiffre provient de la comparaison entre la liste des électeurs masculins et le registre de décès de la sécurité sociale. Plus de 19 000 personnes ont voté même si elles ne vivaient pas dans le Nevada. Il a indiqué que ce chiffre n'inclut pas les militaires et les étudiants. Environ 8 000 personnes ont voté à partir d'adresses inexistantes. Plus de 15 000 votes ont été exprimés à partir d'adresses commerciales ou vacantes. En outre, Binal a déclaré que près de 4 000 non-américains ont également voté, mais la découverte ne s'arrête pas là. 2 lanceurs d'alerte du comté de Clark se sont en effet manifestés. Ils ont découvert que le nombre de votes enregistrés par les machines à voter et stockés sur des clés USB changeait entre le moment où les bureaux de vote étaient fermés la nuit et alors réouverture le lendemain matin. En d'autres termes, les votes apparaissaient et disparaissaient littéralement au beau milieu de la nuit. Binal a déclaré que son équipe avait fait venir des experts dans le Nevada pour comprendre le code des machines et ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas été autorisés à faire une expertise criminalistique des machines, notamment parce que le codage est une information confidentielle. C'est ce qui nous a été refusé dans le Nevada, toute tentative de découvrir réellement ce qui s'est passé. Lors de l'audience, une sénatrice du Nevada a réfuté les affirmations de Binal. Notre secrétaire d'État républicain et notre procureur général démocrate ont tous deux déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée dans le Nevada. Elle a déclaré que la plus haute cour du Nevada avait dit la même chose et que, je cite, « Elle ne donnera pas à ces faux discours sur son État plus d'attention qu'ils n'en reçoivent déjà malheureusement ». Fin de citation. Lors de l'audition sénatoriale, l'équipe de Trump a affirmé l'existence de centaines de milliers de bulletins de vote illégaux dans le Wisconsin et un député de l'État de Pennsylvanie a montré que certains chiffres étaient incohérents et inexplicables. La marge entre Trump et Biden dans le Wisconsin est d'environ 20 000 votes, mais le principal avocat de Trump dans l'État dit que son équipe a des preuves qu'environ 200 000 votes ont été comptés illégalement. Certains provenaient d'électeurs qui se disaient incapables de se rendre aux urnes et éligibles au statut d'électeurs indéfiniment confinés. Parmi ceux qui ont revendiqué ce statut figurait un des électeurs de Joe Biden qui a simplement dit « Je ne peux pas me déplacer pour voter. Nous avons des travailleurs électoraux qui l'ont revendiqué. Nous avons des gens qui sont allés manifester. Des gens qui avaient un mariage, des gens qui étaient en vacances. Tous ont revendiqué ce statut en disant « Je ne peux pas me déplacer ». Ils ont donc pu voter sans pièce d'identité. Nous avons explicitement identifié 28 395 personnes dans ce cas. Il a rappelé qu'en vertu de la loi du Wisconsin, le vote par anticipation n'est pas légal, mais dans une ville, ils acceptaient les bulletins de vote au moins 5 semaines à l'avance. Qu'a fait la ville de Madison? Elle a créé un système où les gens pouvaient se rendre dans un parc, remettre leurs bulletins de vote dans des enveloppes 5 semaines avant l'élection. Ils ont également créé des boîtes de dépôt sans aucun contrôle, juste des boîtes au coin des rues qui vous permettaient d'y jeter des bulletins de vote sans aucune contrainte. Et nos statuts stipulent explicitement qu'il n'y a que 2 façons de soumettre un bulletin de vote par correspondance, en personne ou en le remettant au bureau du greffier. C'est tout. Rien d'autre n'est autorisé.
Ils ont identifié 17 000 bulletins de vote qui ont été déposés illégalement de cette manière, et il y en a probablement plus puisque les fonctionnaires électoraux ont mélangé tous les bulletins par la suite, ce qui rend la distinction difficile. Selon l'avocat, dans d'autres cas de figure, 170 000 autres bulletins ont été soumis sans aucun formulaire. Au sujet de la Pennsylvanie, un député de l'État a parlé de données incohérentes. Sur un fichier de données datant du 4 novembre 2020, le site des archives publiques du Commonwealth de Pennsylvanie a indiqué que 3,1 millions de bulletins de vote avaient été envoyés. Lors d'une discussion préalable qui a eu lieu la veille des élections, il avait été indiqué que 2,7 millions de bulletins avaient été envoyés. Et les efforts pour tenter de faire concorder ces chiffres n'ont pas encore abouti et doivent encore être résolus. Il dit aussi qu'entre le 15 et le 16 novembre, environ 75 000 votes supplémentaires ont été ajoutés à l'ensemble des chiffres sans aucune explication. Le président Trump a riposté après les félicitations adressées par le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell à Joe Biden en tant que président élu. Et alors que certains élus républicains gardent le silence sur les allégations de fraude électorale, d'autres prennent position. Le président Donald Trump a partagé un message sur Twitter intitulé « Les alliés de Trump reprochent à Mitch McConnell de féliciter Biden » et il a écrit « Mitch, 75 millions de votes, un record pour un président en exercice et de loin. Il est trop tôt pour abandonner. Le Parti républicain doit enfin apprendre à se battre. Le peuple est en colère. » Cela intervient après que le leader républicain de la majorité au Sénat a reconnu Joe Biden comme président élu et l'a félicité. Le collège électoral s'est exprimé. Je tiens donc aujourd'hui à féliciter le président élu Joe Biden. Mais McConnell s'est rapidement heurté à un retour de flamme. Le général Michael Flynn s'est rangé du côté du président en répondant à ses commentaires dans un tweet pour lui dire que des millions de patriotes le soutiennent. Il a déclaré « Nous n'allons pas échouer ou nous replier comme certains membres du Parti républicain l'ont fait ». Et l'avocat Lin Wood a retweeté la vidéo des remarques de McConnell et a déclaré « Mitch McConnell n'est pas un patriote, demandez à sa femme, elle le sait ». Wood a aussi qualifié McConnell de traître et a affirmé, je cite, qu'il veut juste le pouvoir, l'influence et l'argent. Les informations sur les liens de la femme de McConnell avec le Parti communiste chinois ont commencé à se répandre sur Twitter. Sa femme est Elaine Chao, dont les parents sont originaires de Chine. Elle est également la secrétaire américaine au transport. Un article du New York Times de 2019 sur la famille Chao refait surface. Il indique que les liens de la famille avec le Parti communiste chinois remontent à plusieurs décennies. Il souligne également l'amitié de longue date entre son père et l'ancien dirigeant du Parti communiste Jiang Zemin, qui se sont connus à l'université. Jiang Zemin est connu pour son soutien au massacre de la place Tiananmen et pour avoir lancé la violente persécution contre la pratique spirituelle de Falun Gong. La famille Chao continue de faire des affaires en Chine en lien avec le PCC. L'avocat Lin Wood a fait de nombreuses déclarations sur l'implication du PCC dans les élections américaines et a accusé un certain nombre de politiciens républicains d'être compromis. Je mets au défi le gouverneur Kemp de se présenter devant le peuple, de mettre la main sur cette Bible et de dire qu'il n'a pas pris l'argent de la Chine. Il l'a fait. Tout comme Brad Raffensperger. Et si certains républicains ne reconnaissent pas la fraude électorale, d'autres prennent position. Mardi, le directeur de Stop the Steal, Ali Alexander, a répondu à la déclaration de McConnell lors d'une conférence de presse. Ma réaction est simple, monsieur le chef de la majorité, le processus constitutionnel n'est pas terminé. Nous avons jusqu'au 6 janvier. En fait, vous y jouez un rôle. Et nous savons qu'il va y avoir un débat entre les deux chambres. Alexander a déclaré que 8 députés républicains feront une objection lors de la session conjointe du 6 janvier. Il a ajouté que l'organisation Stop au vol demande qu'au moins un sénateur se joigne à eux. Si un sénateur fait effectivement une objection, les deux chambres devront procéder à un vote par oui ou par non. Le projet Amistad accuse Mark Zuckerberg de Facebook d'avoir influencé l'élection avec son argent. Il se demande si l'injection de l'argent privé dans les élections publiques américaines est une chose acceptable. Le projet Amistad, qui surveille l'intégrité des élections, accuse Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, d'avoir influencé les élections avec des dons. Ce rapport et les preuves que nous allons partager aujourd'hui démontrent que les fonds de M. Zuckerberg
qui ont transité par des organisations caritatives, ont payé les juges des élections, les bureaux satellites, les machines, et ils ont dicté les politiques qui vont à l'encontre de la loi de l'État. Le CTCL, le Centre pour la technologie et la citoyenneté, est une organisation à but non lucratif influente à laquelle Klein, ancien procureur général du Kansas, a fait référence. Selon le communiqué de presse du CTCL, Zuckerberg et sa femme leur ont fait don de plus de 250 millions de dollars et se sont engagés à verser un total de 400 millions de dollars à partir d'octobre. Le CTCL dit sur son site web avoir financé le recrutement et la formation des employés électoraux, la location des bureaux de vote et l'équipement nécessaire au traitement des bulletins et des candidatures, pour ne citer que quelques-unes des réalisations. Klein affirme que cette organisation a conclu des accords pour mettre en œuvre un plan de vote dans les villes qui ont demandé une aide financière comme Kenosha, Green Bay et Milwaukee dans le Wisconsin. En d'autres termes, Zuckerberg, qui a largement fait des dons aux démocrates sur la base des données d'Open Secrets, a aussi joué un rôle dans la planification des élections en finançant une organisation à but non lucratif. Une question très simple que nous devrions poser ici, une question de droit civique, c'est: est-il légitime d'injecter des fonds privés dans des élections publiques? Nous avons contacté Facebook et la CTCL pour obtenir des commentaires, mais ils ne nous ont pas répondu avant la diffusion. L'avocate du président Trump, Jenna Ellis, demande aux législateurs du Colorado de vérifier les machines Dominion et les bulletins de vote par correspondance. Elle soupçonne le système Dominion d'avoir eu un impact sur les résultats du Colorado. Le comité législatif de vérification du Colorado a tenu une audition sur l'intégrité des élections au Capitole de l'État mardi. L'avocate de Trump, Jenna Ellis, était présente. La raison pour laquelle M. Giuliani et moi-même nous nous sommes rendus dans les 4 législatures d'État était pour les encourager à examiner très sérieusement toutes les violations des règles et des lois qui ont eu lieu dans ces États et à prendre des mesures. Elle exhorte les législateurs de l'État du Colorado à examiner spécifiquement les systèmes de vote de Dominion et le système de vote par correspondance de l'État. Dans le Colorado en particulier, j'encourage cette commission à se pencher non seulement sur la façon dont l'élection a été gérée, mais aussi à examiner spécifiquement les raisons de la présence du système Dominion dans le Colorado et à examiner le système de vote par correspondance qui existe ici depuis presque une décennie. L'avocate remet en question la décision du Colorado d'utiliser le système de vote controversé Dominion. Elle souligne que dans le comté de Jefferson, la marge de victoire des démocrates est beaucoup plus importante depuis l'adoption de ce système de vote. Le comté de Jefferson a mis en place Dominion avant les élections générales de 2018. Cette année-là, les démocrates ont vu leur pourcentage de victoire augmenter d'au moins 10%. Et avant 2018, précisément, le comté de Jefferson était compétitif. Depuis 2018, aucun républicain n'a gagné un bureau ou un comté contesté. Ils sont loin derrière.